Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à la grande quinzaine de l'immobilier. Vous aimez les petits prix ? Venez profiter de nos super promos du moment. À saisir, des appartements à Marseille, moins 8,4%, à Strasbourg, moins 5,7%, Paris, moins 12,2%, Nantes, moins 13,6%, Lyon, moins 14,8% ou encore Montreuil, moins 16%. Du jamais vu. Enfin si, j'exagère, on les a déjà vus ces prix-là, mais c'était en 2021. Et aujourd'hui, les revoilà. Alors profitez-en maintenant. Ou bien je vous repasse un tuyau, attendez encore un peu parce que la baisse n'est pas encore terminée. Ce qu'on ne voit pas souvent par contre, c'est une quinzaine de 15 mois ou presque. Noël 2022 a été le top départ du renversement du marché. Timide au départ, mais depuis, la tendance accélère et les prix baissent enfin. Enfin, pas partout et pas à la même vitesse, mais ils baissent. L'immobilier français a bondi de plus 34% en moyenne depuis 2016, alimenté par des fleuves d'argent à 0% et des envies d'espace après confinement. Mais la fièvre immobilière qui a frappé notre pays semble avoir atteint ses limites. Dans leur dernière lettre de conjoncture, les notaires de France alertent sur des symptômes alarmants, comme la chute du volume des ventes de logements anciens, qui dépasse 21% sur un an en février, et les logements neufs qui refusent obstinément de se vendre pendant que les mises en chantier reculent de 23,7% en 2023. À l'origine de cette baisse, un cocktail détonnant, composé de 5 ingrédients combinés qui agissent efficacement sur les prix de la pierre. On dirait une pub pour un médicament miracle, et il est super efficace quand on regarde l'évolution des prix. Enfin, bonne ou mauvaise nouvelle, selon votre situation, a priori c'est un médicament à libération prolongée, il va faire effet encore un petit bout de temps, au moins jusqu'à ce qu'on en change la formule. Dans cette vidéo, on va parler de vos maisons, de vos terrains, de votre petit chalet super coquet juste à côté de Tignes et de 62% du patrimoine des Français. Et on va regarder ensemble où en est la baisse, pourquoi ça baisse et combien de temps ça va durer. Mais juste avant de vous faire mon rapport, un petit rappel, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous aider. Derrière Money Radar, il y a une équipe d'une douzaine de passionnés indépendants qui se régalent à vous préparer plein de contenus sans filtre et sans s'interdire aucun sujet. On a besoin de vous pour nous faire connaître encore plus et pour nous permettre de garder notre indépendance. Nous sommes sur Money Radar, soyez les bienvenus. Tout ce qui monte finit par redescendre, c'est une leçon que les marchés connaissent bien, même si parfois ils perdent un peu la mémoire. La pierre a toujours fait partie des placements chéris par les Français. C'est une valeur sûre, une valeur refuge dont le prix n'a jamais cessé d'augmenter depuis que l'homme a posé la toute première clôture et inventé en même temps le titre de propriété. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur la courbe d'évolution des prix de l'immobilier depuis 1900. Elle n'a reculé qu'à quelques occasions, après la grande récession de 1929 et pendant celle des années 90. Pendant les guerres et après la crise financière de 2008 qui a commencé par un crack sur les crédits immobiliers échangeables, les fameuses subprimes. Mais en dehors de ça, elle a toujours rebondi, ou plutôt ricoché. Ainsi pensons-nous tous que la pierre ne peut pas perdre de sa valeur. Heureux sont les propriétaires qui ont acheté au début des années 2000, en 2010 ou en 2016. Ils peuvent se féliciter d'avoir multiplié la valeur de leur patrimoine par 2 ou par 3. Ils ont acheté au cœur d'une de ces rares périodes de recul, ce qui s'appelle saisir les occasions quand elles se présentent. Dans ce domaine, les crises apportent toujours leur lot d'opportunités, et c'est encore plus vrai dans l'immobilier. Chaque baisse a toujours été suivie d'un rebond encore plus fort, et ça c'est parce que le logement, en plus d'être un actif très rentable, est aussi un besoin de première nécessité. Tout le monde doit se loger, quel que soit l'état d'une économie, les décisions politiques ou les tendances, et on l'a bien vu dernièrement, le prix importe peu. Pour acheter, on n'hésite pas à s'endetter sur de longues durées, à la limite de ses capacités, et les banques ont largement accompagné le mouvement à la faveur de taux directeurs proches de zéro. Entre 2016 et jusqu'en janvier 2022, on empruntait à 0,8% sur 20 ans ou 1,25% sur 25 ans, soit un remboursement de 451 € par mois et 388 € par mois par tranche de 100 000 € empruntés. Retenez ces chiffres, on en reparlera tout à l'heure. Conséquence, le rêve de son petit coin de terre à soi devenait possible. La demande a explosé, encouragée par les politiques de défiscalisation et d'aide à l'accession et à la rénovation, mais aussi par les spéculateurs. L'effet le plus visible de leurs activités, c'est l'incroyable développement de la location à court terme qui permet de doubler, voire tripler la rentabilité d'un bien. Conséquence, le prix des biens anciens a bondi de plus de 36% en moyenne sur la même période, formant une bulle immobilière à laquelle personne n'a voulu croire, jusqu'à l'année dernière. Et c'est maintenant qu'on en arrive à la formule magique de notre traitement anti-bulle. Souvenez-vous, tout a commencé en janvier 2022.
On effaçait les dernières traces de Covid, les taux étaient encore très bas, la paix régnait en Europe et Ed Sheeran squattait le top 100 avec Shivers. Dans l'actualité, une info revient qui concerne tous les Français. Les prêts immobiliers sont désormais plus encadrés et les banques doivent respecter certaines conditions. La durée du prêt ne doit pas dépasser 25 ans et le taux d'endettement ne peut pas excéder 35%. Pour freiner la spéculation à l'origine de l'explosion des prix du logement, y compris dans le parc locatif, les banques sont priées de durcir leurs conditions d'accès au crédit. Désormais, elles demandent plus d'apports et un effort de remboursement parfaitement normé, le tout sur des durées plus courtes. Au début, ça n'a pas empêché les prix de continuer leur ascension. Les biens les plus chers, au-delà de 280 000 €, se vendaient même de plus en plus vite. Un grand nombre d'acheteurs parmi les plus modestes se retrouvent alors de facto exclus de l'accès à la propriété, mais les autres n'abandonnent pas leur projet. Il faudra attendre début juin pour que progressivement, on ajoute un à un les autres ingrédients de notre formule et que la fièvre de la pierre s'apaise enfin. Peut-être même un peu trop. Voici donc le deuxième ingrédient, l'inflation. Depuis janvier 2022, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 10,4%, avec plus 30% pour l'énergie et plus 19,4% pour l'alimentation. Étant donné que nous avons là 2 des 3 plus importants postes de dépenses des Français et que les salaires n'ont augmenté que de 4 à 5% selon les estimations, le résultat sur le pouvoir d'achat est devenu préoccupant et les projets immobiliers sont naturellement reportés. Dans le secteur du neuf, on est carrément en état de choc. Les prix ont tellement flambé avec ceux des matériaux, du transport et de l'énergie que des centaines de biens tout juste sortis de terre mais hors de prix ne trouvent plus preneur et personne ne parvient à renverser la vapeur. En 2 ans, les promoteurs ont totalement perdu le rythme et il faut remonter plus de 10 ans en arrière pour retrouver des niveaux de construction aussi bas. Évidemment, notre ingrédient numéro 3 pèse sur leur endettement, comme sur celui de tous les candidats à l'emprunt, la hausse des taux directeurs. Les taux, c'est l'arme anti-inflation numéro 1 des banques centrales. Quand les prix s'envolent, il faut calmer la consommation et ça passe par la réduction des crédits. Quoi de mieux pour vous décourager d'emprunter que de rendre la chose de plus en plus chère? Vous avez retenu les chiffres de tout à l'heure? C'est le moment de les ressortir. Avec des taux qui sont passés de 0 à 3,5 en cette fin d'hiver 2024, 100 000 € empruntés sur 20 ans vous coûteront désormais 609 € par mois et 537 € sur 25 ans. Je vous évite le calcul, c'est respectivement 35 et 38% de plus qu'il y a 2 ans pour le même montant emprunté, de quoi faire exploser pas mal de budgets, y compris dans les classes moyennes. Et ça, c'est juste l'impact de la hausse des taux. Il faut ajouter que depuis, les biens qui valaient 100 000 € sont affichés à 110 000 €. Enfin, plus pour très longtemps. Et voilà le rêve du petit coin de terre qui s'éloigne. Mais reprenons. Resserrement des conditions du crédit, augmentation des taux et baisse du pouvoir d'achat, avec des constantes pareilles, pas étonnant que la fièvre retombe. Mais s'il n'y avait que ça, notre dernier ingrédient actif est celui qui va prolonger l'effet calmant sur le marché. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais la France est entrée en récession il y a 6 mois. Et pendant une récession, on le sait, la création de valeur est ralentie, c'est laborieux, ça stagne, et c'est pareil pour la pierre. On le voit pendant la grande récession des années 90, l'économie et les prix de l'immobilier ont présenté le même électrocardiogramme plat. Même si elle ne touche pas tout le monde de la même façon, une récession, ce n'est jamais une partie de plaisir, et elle vient toujours accompagnée. Problèmes de trésorerie, chômage, austérité, perte de compétitivité. Les banques sont frileuses, l'avenir est flou. C'est vraiment pas le meilleur moment pour envisager des projets. Qui sait à quoi ressemblera le pays dans 5 ans? Est-ce que j'aurai toujours le job qui me permet de payer ma maison aujourd'hui? Combien est-ce que je perdrais si je devais vendre en urgence? Voilà ce qu'on se demande avant de signer une offre d'achat. Le moral des emprunteurs potentiels est au plus bas et ceux qui ont les moyens d'acheter cash ne se bousculent pas et réservent leurs capitaux pour des marchés étrangers plus lucratifs. Le résultat, c'est la correction tant attendue. Tout ce qui monte finit par redescendre. Je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie de la nature de l'économie de fonctionner par cycle. Et l'immobilier n'y échappe pas. Une bulle éclate quand l'effort financier devient trop important ou quand il dépasse les capacités des acheteurs. Une grosse partie d'entre eux disparaît et les vendeurs qui n'ont plus le choix cèdent plus facilement pendant les négociations et les prix baissent. En ce moment, les acheteurs parviennent à obtenir des moins 10 à moins 15% par exemple. Les professionnels de l'immobilier ne sont pas surpris, ils attendaient cette correction. Certains appelaient de tous leurs vœux à rééquilibrer le marché. Les prix des logements ont atteint des niveaux si élevés qu'ils se sont transformés en produits de luxe en totale déconnexion avec les réalités locales. En 1980, il fallait 4 à 5 ans de salaire moyen pour s'offrir sa résidence principale. En 2019, c'était 7 ans et en 2022, comptez de 8 à 10. Dans certains endroits, en particulier dans les zones touristiques et à Paris, où les Airbnb ont fleuri, la folie immobilière a même provoqué des crises spectaculaires qui ont obligé les habitants à aller se loger ailleurs pour moins cher.
C'est dommage pour ceux qui ont acheté au plus haut, mais c'est avec bienveillance qu'on regarde la situation se renverser. Le tout maintenant est de savoir jusqu'où ça peut aller et quand on pourra compter sur une accalmie. Pour répondre à ces questions, reprenons les ingrédients de la formule. D'abord, les banques n'ont jamais distribué aussi peu de crédits immobiliers qu'en février 2024, 3 fois moins qu'en 2022. Évidemment, c'est une catastrophe. Et ça baisse toujours, avec seulement 7,6 milliards d'euros distribués le mois dernier contre 12,3 un an plus tôt, ou plus de 18 milliards en février 2022. Devant la réalité des chiffres, elles n'ont pas d'autre choix que de se détendre un peu et de revoir leurs conditions. Et enfin, en ce début d'année, on assiste à une légère baisse de la prime de risque et donc des taux proposés, mais c'est à peu près tout. Elles réclament toujours de l'apport et de l'épargne et peu d'entre elles dérogent aux 33%. C'est néanmoins un premier pas, d'autant plus que, autre facteur important, l'inflation se rapproche enfin de l'objectif des 2%. La France termine l'année sur une inflation à 4,9% et débute la nouvelle à 3,8% en janvier et 2,9% en février. C'est une excellente nouvelle, mais le plus dur n'est pas encore passé. Il faut maintenant que la hausse des prix enregistrée depuis le début de la crise soit absorbée et que l'économie s'ajuste, ce qui peut prendre des mois, voire des années. La tendance laisse les marchés optimistes. Si l'inflation baisse, c'est que les taux aussi vont aussi bientôt baisser, notre troisième fauteur de crise. La baisse des taux directeurs est anticipée depuis l'année dernière, même si jusqu'à maintenant Christine Lagarde, alias la patronne, a toujours gardé sa réserve à ce sujet. Avec de si bons résultats, on prévoit déjà un premier recul des taux de refinancement en juin prochain. Et je ne vous dis pas les marchés en ce moment, on n'a jamais vu ça. Le CAC a dépassé son plus haut historique de l'été 2000 dès l'automne 2021, 6 922 points, et depuis, plus rien ne l'arrête. Ça mériterait de faire une vidéo pour vous expliquer exactement pourquoi d'ailleurs. Je vais aller noter ça quelque part. Mais une baisse des taux n'aura probablement pas d'impact immédiat sur l'immobilier ni sur les emprunteurs. En tenant compte des prix actuels, il faudrait descendre sous les 2,3% selon la Banque de France, ce qui n'arrivera probablement pas cette année. Enfin, les observateurs, même les plus modérés, rappellent que le ralentissement économique va continuer de perturber le marché immobilier, car la France est bien entrée en récession malgré sa croissance timide de 0,9% l'année dernière. C'est une petite récession si on s'en tient au PIB, avec moins 0,03% et moins 0,02% pendant les 2 derniers trimestres de l'année dernière, mais c'en est une. D'abord, pour une fois qu'on gagne quelque chose, la France est médaille de bronze de la pire performance économique en Europe au 4e trimestre. Ensuite, le PIB n'est pas le plus gros symptôme, puisque les économistes s'inquiètent surtout de l'indice PMI. Cette fois, c'est la médaille d'or qu'on décroche. Avec un petit 44,6, nous sommes la lanterne rouge du continent, devant le Portugal, devant la Grèce et même devant l'Allemagne, qui est tombée sous les 40 points l'été dernier, mais qui s'est rattrapée depuis. Petit rappel rapide, l'indice PMI ou indice des directeurs d'achat mesure le niveau d'activité d'un secteur en se basant sur les carnets de commandes, les registres du personnel et la production réelle des entreprises qui le composent. Retenez que 50 est un pivot. Quand le PMI est en dessous de 50, ça indique que le secteur étudié est en expansion. Et à l'inverse, un PMI inférieur à 50 indique une contraction d'autant plus forte que le chiffre se rapproche du zéro. C'est un véritable baromètre de la vitalité économique d'un pays, car un niveau en baisse traduit clairement une baisse des commandes, une baisse de la production et une baisse des embauches, autrement dit, des temps difficiles. Et la ligne bleue tout en bas, c'est le PMI de la France, et non seulement il n'y a pas de quoi être fier, mais en plus c'est très mauvais pour les affaires. Et voilà pourquoi la bulle va continuer de se dégonfler au moins jusqu'à la fin de l'année et que l'hypothèse fait consensus. Les taux d'intérêt ont augmenté, donc la courbe rouge a baissé, donc les prix des logements, la courbe bleue, vont eux également baisser. Je pense qu'on a encore, au moins au niveau national, 10 à 15% de baisse. Alors c'est vrai que les taux longs étaient montés sur le taux de 10 ans français, on était monté à 3,60%, on est redescendu à 2,50%, là on remonte à 2,8%. À court terme, la baisse des taux restera insuffisante pour combler les plaies du pouvoir d'achat. Malgré une amélioration progressive des conditions du crédit, la plupart des acheteurs ne reviendront pas sur le marché avec le même budget qu'avant. Et ça risque de négocier sévèrement ces prochains mois. On parle de rabais allant jusqu'à 25% dans certaines situations. Beaucoup d'acheteurs resteront dans l'attente des baisses à venir, baisses de taux et baisses de prix, avec face à eux les vendeurs, en particulier ceux qui ont acheté il y a moins de 3 ans, qui pourraient aussi reporter leurs projets. Nous n'irons probablement pas jusqu'à effacer complètement les 8 dernières années de performance du marché immobilier, mais avec un quart du prix en moins, on s'en rapproche. Il y aura alors de belles affaires à faire autour de Noël pour ceux qui en auront les moyens. Souvenez-vous, une crise est toujours une source abondante d'opportunités. On pense surtout à ces nouveaux investisseurs au portefeuille démesuré et qui achètent à tour de bras tous les biens qui passent à leur portée. Aux États-Unis, on les connaît par leur acronyme REIT pour Real Estate Investment Trust, ou en français, les fonds d'investissement immobilier,
Le plus important d'entre eux s'appelle Blackstone Real Estate. On vous en parlait dans une vidéo tout récemment. Leur métier, ils rassemblent des fonds, achètent ou font construire des biens et les louent. En 2022, les Wright américains détenaient plus de 535 000 propriétés d'une valeur de 4 500 milliards de dollars. Ce sont les plus gros bailleurs du monde et ils grandissent à vue d'œil sous le regard bienveillant de l'Amérique, qui compte un peu sur eux pour soutenir un marché immobilier menacé par le surendettement général. Et en France, on en a aussi. On les appelle les SIC, avec 2 I pour Sociétés d'investissement immobilier cotées. On compte déjà 12 de majors chez nous, dont les plus connus s'appellent Unibail Rodamco, Klépierre ou Icade, cotés en bourse, la plupart spécialisés sur certains secteurs, comme les centres commerciaux pour Icade. Elles ne sont pas les seules à exercer ce métier, c'est aussi celui des SCPI, des marchands de biens ou des bailleurs sociaux comme 3F ou Batigère, et même de la Caisse des dépôts et consignations, le plus grand bailleur de France, qui loge plus d'1 demi-million de ménages. C'est vrai qu'en ce moment, avec la taxe foncière qui nous fait une poussée de croissance, et face à la complexification des démarches administratives pour obtenir un prêt, pour acheter, pour rénover, louer ou revendre, on se demande parfois si le gouvernement n'aurait pas une idée derrière la tête. Ça fait un peu complotiste à première vue, mais des pays où le logement est en grande partie contrôlé par l'État ou des sociétés publiques ou privées existent bel et bien, même en dehors des dystopies de la littérature ou de Hollywood. C'est le cas dans plusieurs pays socialistes comme à Cuba ou en Chine, décidément très critiqués, mais toujours imités. Évidemment, si ce genre de scénario devait se produire en Europe, ça n'arriverait pas du jour au lendemain. Les transactions seraient progressives sur 10 à 15 ans et ce serait indolore. Mais rassurez-vous, pour le moment, les fonds d'investissement immobilier, publics ou privés, sont encore loin d'avoir des moyens suffisants pour transformer radicalement le paysage de notre logement, se substituer à quelques millions d'acheteurs chaque année et remettre en cause l'amour français pour la pierre. En revanche, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cette idée et j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu et qu'il vous a été utile. Et si c'est le cas, pensez à nous laisser un like avant de partir et à vous inscrire à la newsletter La meilleure du monde, garantie 100% intelligence naturelle et sans spam. Rendez-vous dans le descriptif. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.